À Borodino, dans la campagne russe, ils sont une poignée à avoir réservé leur place dans une machine à remonter le temps. Garde à vous! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive la France! Vive la France! Vive les victoires! Vive la victoire! Merci et vous? Dans le civil, Alexeï est directeur d'un hôtel à Moscou. Mais plusieurs fois par an, il devient le général d'Orsen, héros de la grande armée de Napoléon. Ici, il n'y a que des Russes, déguisés en soldats français du 19e siècle. Leur passion, reconstituer des batailles napoléoniennes. Et Alexeï prend ça très au sérieux. Mes chers amis, il nous reste exactement 2 semaines avant qu'on ne parte à Waterloo. Nous aurons beaucoup de travail demain. Je vous demande une discipline de fer et de bien écouter les ordres et de ne pas vous dissiper. Rompez! Depuis 30 ans qu'il reconstitue des batailles, Alexeï a appris à passer ses ordres en français. Merci. Cette année, il prépare un événement que les passionnés de Napoléon attendent depuis longtemps, le bicentenaire de Waterloo. Pour ce week-end de répétition, il commence par passer ses troupes en revue. Bonjour. Sur ce bivouac, aucun détail n'est laissé au hasard. Les habits, les tentes, tout a été recréé à l'identique, comme en 1815. Bonjour mon ami. Même la manière de manger et de cuisiner. Vous allez à Waterloo? Oui, sans nous rien n'est possible. Nous sommes 50. Oui, ils viennent tous. 50 soldats avec femmes et enfants. Eux aussi, le temps d'un week-end, vont dormir à même la paille, comme les grognards de Napoléon. Et au milieu du camp, avec sa forge d'époque, un personnage essentiel est en plein travail. Ce genre de forge existait dans les régiments de cavalerie, ainsi que dans l'infanterie, pour réparer toutes sortes d'objets. Des fers à cheval. Il faut dire que dans le petit monde de la reconstitution historique, Alexeï n'est pas n'importe qui. Pour le bicentenaire de Waterloo, c'est lui qui chargera à la tête de la cavalerie de Napoléon. Faites attention à vos camarades de droite et de gauche. Gardez les rangs et n'oubliez pas que dans 2 semaines, nous avons une sortie très importante. Nous partons pour les 200 ans de Waterloo. Dorsen! 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 Vive Dorsen! Vive Dorsen! Présentez! Sabre! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive la France! Vive la France! Vive les victoires! Vive la victoire! Chargez! Vive l'empereur! Vive la France! Allez! Vive la France! Amoureux de la France, au point de s'identifier à un général d'Empire, Alexeï fait partie de ces milliers de passionnés d'histoire à travers le monde qui se sont donné rendez-vous aujourd'hui à Waterloo. Une commémoration sur laquelle plane l'ombre d'un géant de notre histoire. Waterloo, c'est la défaite de Napoléon, mais c'est aussi le début d'un culte qui a traversé les siècles. Pendant plusieurs semaines, nous avons accompagné ces amateurs d'histoire, ces simples curieux et ces inconditionnels de l'empereur dans les coulisses de la plus grande reconstitution jamais organisée et au cœur d'une passion française. En Belgique, une morne plaine, chère à Victor Hugo. Au pied de la butte du Lion, plus de 5000 soldats sont attendus à Waterloo. Mais à 1 mois et demi de l'événement, c'est une armée d'ouvriers et de pelleteuses qui balaye la campagne. Étienne Claude et Nathalie Duparc sont les organisateurs du bicentenaire. C'est une véritable fourmilière parce que toutes les troupes sont sur le qui-vive ici, tout le monde est sur le chantier. 40 millions d'euros d'investissement. Le site est restauré pierre par pierre. Certaines maisons sont même détruites pour rendre au champ de bataille son aspect d'origine. C'est un projet très ambitieux. Il fallait pour
redonner à cette histoire toute son ampleur et toute sa grandeur. Plus de 5000 figurants et 200 000 visiteurs sont attendus en 3 jours. Le responsable des commémorations, Étienne Claude, veut leur offrir un spectacle à nul autre pareil. Une leçon d'histoire, grandeur nature. Eux n'ont jamais expérimenté des charges de cavalerie avec 300 chevaux. Ils n'ont jamais expérimenté 100 canons autour d'un champ de bataille. Et donc ils vont vraiment se prendre au jeu. Ce n'est pas uniquement un spectacle, mais ce sera une manière de voir aussi sur le terrain comment ça se passait. Et rien ne doit déranger l'immersion des visiteurs dans ce moment d'histoire. Surtout pas la route nationale qui passe à proximité. On va donc devoir couper cette route et donc on aura un endroit calme, paisible. On sera dans cet espace un peu plus agréable. Sur ce site de 40 hectares, la reconstitution de la bataille n'est qu'une partie des festivités. Musée, hôtel, restaurant, le bicentenaire de Waterloo, c'est aussi tout un business, dont le conducteur de cette Bentley décapotable a bien l'intention de profiter. Une journée importante pour vous? Oh là là, vous n'arrivez pas tout à fait au bon moment, il ne me reste plus que quelques semaines. J'ai quelques petites réunions de chantier là, hein. Vous êtes le bienvenu. Anthony Martin est un homme d'affaires belge. Alors faites très attention ici, parce que nous avons posé la dalle il y a 2 jours. Pour lui, le principal intérêt de Waterloo n'est pas historique, mais financier. Donc ici, on va avoir tout ce qui va être l'aspect marketing de la brasserie, donc toutes les vieilles pubs, toutes les créations. On va faire un petit cinéma dans la pièce là au fond à gauche, on va diffuser des films publicitaires, des films de l'histoire de la société. Il y a 1 an, il a acheté cet immense domaine à proximité du site de la bataille. Depuis, il le réhabilite et espère l'ouvrir aux visiteurs au moment des fêtes du bicentenaire. Ici, nous sommes en fait dans l'hôpital des Anglais, où pendant 3 jours, 6 000 personnes ont été soignées. Nous avons développé un musée, nous aurons également un magasin, un comptoir de produits régionaux, et nous aurons effectivement un restaurant pour accueillir le tourisme et les gens surtout de la région. À la ferme de Mont-Saint-Jean, Anthony Martin a même créé sa propre brasserie, où il fabrique une bière dont la recette date elle aussi de 1815. Et pour mieux la vendre, il lui a trouvé un nom qui réconcilie les touristes français avec les Anglais. La bière Waterloo s'appelait la bière de la victoire. Nous avons vite supprimé le mot victoire, nous l'avons changé à la bière de la bravoure. Comme ça, nous sommes convaincus que cette bière peut être partagée avec nos amis français, comme elle peut l'être avec nos amis britanniques, bien sûr. Voilà l'entrée principale de la ferme. Comme vous voyez, on est prêt à accueillir nos milliers de visiteurs. Il faut encore un peu d'imagination. Mais Anthony Martin compte bien accueillir des touristes venus de toute l'Europe. D'Angleterre, de Russie et aussi, bien sûr, de France. À Saint-Malo, Franck Sanson est avocat. Mais dès qu'il arrive chez lui, il change d'époque pour endosser le costume de Napoléon. Où sommes-nous, ce Sanson? Ah ben, vous êtes sur mon empire. Tiens, bah regardez, j'ai mon grand maréchal qui arrive juste là. Salut. Voilà. Comment allez-vous, sire? À votre service, sire. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Là, c'est impeccable. Mais dans le cas de Franck, rien n'est moins sûr. Je touche mes épaulettes. J'ai accès à mes poches. Ces galons d'empereur, il lui a fallu les gagner dans le monde des passionnés d'histoire. Je fais à peu près la même taille, mes yeux sont de la même couleur. L'empereur, il a une bouille ronde. Hein, donc, le tout a fait que ça a marché. Et le monde de la reconstitution, entre guillemets, m'a adopté en tant qu'empereur. Mais c'est surtout grâce à sa science des uniformes et avec l'aide de Patrick, son costumier, que Franck est devenu le souverain de la reconstitution historique. J'aurais dit 5, ouais. Ouais. Quand on fait un uniforme, il faut toujours aller chercher toutes les sources. Mais il faut faire attention parce que les tableaux nous mentent. Par exemple, si vous regardez ce tableau qui est quand même fait par David et qui était témoin oculaire, c'est-à-dire le gars, il a vu ce qui s'est passé. Sur ce tableau, il y a plein d'erreurs. Ici, vous avez un trait de broderie sous le bras de l'empereur qui n'existe pas. Une passion tellement dévorante que Franck Sanson franchit parfois l'étroite frontière qui sépare son rêve de la réalité. Ça, c'est pour monsieur François Hollande.
Ça, c'est pour le prince Charles. Ah bah, il est gâté, lui. Hein. J'ai l'intention d'offrir des cadeaux à mes cousins. Comme je vais peut-être, je ne sais pas, hein, mais si j'ai le plaisir de rencontrer mes cousins, c'est-à-dire les monarques, le roi des Belges, le prince Charles, eh bien, je voudrais leur offrir des petits présents, des petits cadeaux. Et là, par exemple, j'ai prévu pour Monsieur Hollande, eh bien, c'est une belle plaque brodée du royaume de Hollande. Et durant la reconstitution, vous êtes leur égal? Ah bah nécessairement, parce que je suis souverain. Donc on se rencontre entre souverains. Oui, évidemment, oui. Un peu mégalomane, Franck Sanson en convient. Dans l'habit de l'empereur, il lui arrive de se prendre vraiment pour un autre. Ce qui est plaisant dans la reconstitution, c'est que nous avons inventé la machine à voyager dans le temps. Il y a des moments quand même où on se pose la question. À Austerlitz, quand on est revenu du champ de bataille à Austerlitz, on chevauchait soir tombant dans la neige. Il n'y avait rien de moderne autour de nous et on galopait comme ça par moins 22. Et là on s'est demandé, on s'est dit, ah bah tiens, on est tombé dans un trou temporel et on était en 1805. Ça, c'est mes toilettes. Ça va aller dans ma tente, la petite porte pour faire pipi. Pour Franck, cette légère schizophrénie n'est pas un plaisir solitaire. C'est aussi une histoire d'amitié qu'il partage avec Christophe et Karl. Christophe, c'est d'abord un copain. On s'est rencontrés dans le milieu professionnel, finalement, moi, je suis avocat spécialisé en circulation routière et il est moniteur d'auto-école. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Bon, voici. Oui, voilà, la victoire. Pour eux, les reconstitutions, c'est aussi une aventure collective pour partager leur passion et de quoi raconter leur campagne. Je pense qu'on va la gagner parce que ça va être sec. Une histoire d'amitié pour certains. Une histoire de famille pour les autres. Dans le Morvan, Marion s'entraîne dur avec ses parents Bernard et Véronique. Depuis 5 ans, ils apprennent ensemble l'art de se battre comme de vrais soldats de l'Empire. Ça revient un peu comme le polo. Il faut savoir donner le coup de sabre quand on donne un coup de maillet de polo. Mais si on n'est pas au bon endroit, si le cheval ne nous a pas mis au bon endroit, le coup de sabre ne sert plus à rien. À coup de sabre, Bernard et Véronique cherchent aussi à maintenir le lien avec leur fille et à nourrir leur complicité sur le champ de bataille. La règle du jeu dans la bataille, c'est que quand on est touché dans le dos avec le plat du sabre, on est mort normalement. Et donc on se protège mutuellement l'une l'autre, c'est-à-dire qu'on se prévient quand il y a un adversaire qui arrive dans le dos et on place notre sabre pour se protéger, ou alors l'autre va attaquer celui qui attaque et inversement. Je pense que je m'améliore un peu à chaque fois, sinon vraiment pour bien comprendre il m'a fallu quand même une petite dizaine de sorties. Pour ces éleveurs de chevaux, la reconstitution historique est également un moyen d'exercer le talent de leurs meilleures bêtes. Ils les entraînent tous les week-ends à triompher des obstacles des champs de bataille. Vous allumez carrément un feu. Voilà, parce que sur le champ de bataille de Waterloo, ce qu'on a observé quelquefois, c'est qu'ils allument des feux et donc les chevaux peuvent être surpris en arrivant dessus. Donc c'est important de leur apprendre qu'en fait il n'y a pas de danger. Du feu, mais aussi des explosions qui peuvent effrayer les chevaux. On va commencer par un petit. Là on passe à un modèle au-dessus. Donc là, c'est nettement plus puissant. La jument s'attendait à quelque chose de plus doux. Donc son réflexe, c'est de se cacher derrière les talons. Les talons n'ont pas bougé du tout. Des heures d'entraînement pour respecter à la lettre chaque détail de l'histoire. Même si Bernard est parfois tenté de la réécrire, à sa manière. Et côté frustrant, parce qu'à chaque fois qu'on a fait Waterloo, c'est vrai qu'on a dominé ce qui était en face. Et à la fin de la bataille, alors là, pour respecter l'histoire, d'un seul coup, on nous dit, on bat en retraite. Mais bon, on respecte l'histoire, on rejoint le bivouac en vaincu, historiquement vaincu. En avant. Tout le monde n'a pas la chance de posséder des chevaux. Mais il faut de tout pour faire une grande armée. Alors certains ont décidé d'y participer, avec des moyens plus modestes. Vendredi 12 juin, c'est le grand jour pour la famille Poté. C'est quoi sur le canapé là?
Il me semble que c'est vos chemises, vos pantalons et vos gilets. Ouais, je vais les prendre, C'est allez. vrai, mamie, t'as raison. Entre Isabelle et Jean-Luc, le ton monte, un peu comme un jour de départ en vacances. Mais aujourd'hui, c'est vers Waterloo qu'ils se dirigent. On va gagner Waterloo, hein. On les aura les Anglais, hein, puis, On aimerait bien. on les aura cette année. Ça se passe toujours comme ça, un départ de week-end. Oui, c'est le bordel. Oui, encore là, c'est calme. Des fusils, des tentes, des uniformes, et chaque membre de la famille participe à sa manière à la commémoration. Alors, ça, c'est mon sac à main de bivouac. Les bicornes, c'est important. Voilà. Ils quittent la banlieue d'Amiens dans une voiture spécialement achetée pour se rendre à des reconstitutions. Ils dépensent la majeure partie de leur modeste revenu dans cette activité familiale. Pour votre passion, vous avez beaucoup investi. Énormément, oui. Tous les habits, les fusils, les tentes, toutes les gamelles, mine de rien, qu'il faut arriver à trouver, c'est pas évident. Toute la petite vaisselle, les couvertures. Ah ouais, c'est énorme comme investissement. Investissement personnel, c'est énorme. Arrivés près de Waterloo, il leur faut d'abord rejoindre leur unité de combat. Bonjour. De quel régiment? 4e de ligne. Je vais aller voir. 4e de ligne. Ça va, Johnny? Au bivouac, ils ont l'air heureux de revoir leurs voisins de tente. Des habitués comme eux, qu'ils retrouvent à chaque reconstitution. On se salue, on s'embrasse, un peu comme dans un camping, au début de l'été. L'emplacement te plaît? Ouais, on est bien. Ils n'ont qu'une heure pour monter la tente avant le coucher du soleil. Tout ce qu'il y a de plus simple. Non, je suis bien, là. Et en guise de matelas, ils auront droit à de la paille, comme les autres figurants de la reconstitution. Le lendemain, alors que le soleil se lève à peine, l'ambiance a déjà changé du tout au tout sur le bivouac. Vite. Allez. Dans le camp, on trouve au moins une dizaine de nationalités, Bradley, you look wonderful, darling. y compris, sacrilège, des Anglais dans les troupes françaises. La passion de l'histoire n'a pas de frontières. Caporal vin chaud. 3 pommes. La paille. Georges Lagove. La plupart de ces bénévoles portent le nom d'un vrai soldat de l'armée de Napoléon, dont ils connaissent en détail la biographie. C'est le cas de Jean-Luc, qui a pris l'identité d'un ancien habitant de son village. Le Goré, soldat Goré. Le Goré, pourquoi? Il était portier du village. C'est pas lire, pas écrire. Sauf que lui, il est mort à Leipzig. Après avoir fait toutes les campagnes de France et d'Europe. Il est mort en capitaine. Donc c'est pas mal quand même, c'est une belle histoire. En honneur à cet homme. Allez, sur la deuxième section. Les gibers fermés. Le but, c'est de s'identifier au maximum à son personnage, Fermez vos gibers. Veillez à l'alignement. quitte parfois à en faire un peu trop. On joue un rôle et le rôle, il est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Presse-toi, deuxième. Porte ton arme. En avant. Ah. Allez, on serre. Allez, on serre. Deuxième section. Plus vite. En cette veille de bataille, l'heure est à la discipline et à l'entraînement militaire. Un peu caché au deuxième rang, Jean-Luc Potet a lui aussi rejoint son unité. Voilà, ça c'est mieux. Jean-Luc est un simple homme de troupe. Mais dans son régiment, il y a aussi son fils, Joey, qui lui fait partie des gradés. Regardez, justement pour boucher les trous. Allez, on termine sa clope et on va y aller les loulous, on va bouger. Vous êtes fier de votre fils? À 100%. C'est un jeune qui montre qu'il a pris du respect. Et là, il a le rôle de sergent depuis 2 ans. Il commence seulement à avoir ses épaulettes et son wagon.
Et là, par rapport à ce qu'il fait, c'est impeccable, quoi. Et ce qui est différent, c'est que dans les rangs, c'est mon chef. Pourtant, c'est mon fils. Et ça, j'y peux rien. Joey travaille son personnage dans le moindre détail. Il profite du bivouac pour compléter son uniforme de sergent en achetant cette dragonne pour 50 €. Ça coûte cher, donc tout le monde n'a pas des gros budgets. Et on est obligé de faire avec ce qu'on peut faire. Mais c'est sympathique, c'est bien. Des fois on fait par soi-même et il y a des trucs, quand c'est basique comme ça on peut faire soi-même. Mais comme ça c'est compliqué, quoi. Fier de son achat, Joey dépense beaucoup d'argent pour nourrir sa passion. Ce qui est plus fort pour moi, c'est vraiment la passion de l'histoire. Et on en apprend encore. On en apprend toujours et on en apprendra encore et encore. Ce jour-là, les deux hommes vont faire une rencontre qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Celle de Franck Sanson, dans le rôle de Napoléon. Bonjour. Tout va bien? Bonjour. Très bien. On va se battre pour que remonter les Oui, il faut, hein. Demain, on les aura. Oui, mais même après-demain. Compte sur nous aussi. Hein. Merci. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Il semble ému, comme s'il venait de rencontrer l'empereur en personne. Voilà, je viens de le retrouver. Qu'est-ce qu'on ressent quand l'empereur arrive? C'est la France, c'est l'Empire. On est fiers qu'il soit avec nous parmi nous. Franck Sanson est accueilli comme une rockstar. Tout à son personnage, il salue personnellement chacun de ses soldats, à la manière de Napoléon. Sur la route, il adresse un message chaleureux à Bernard, l'éleveur de chevaux du Morvan, Il a gagné sur la route de Napoléon, ta croix. ému aux larmes d'avoir été reconnu par l'empereur. On sent une certaine émotion. C'est un très bon souvenir pour nous. Ah, la cavalerie. Bernard aussi est arrivé la veille dans le camp, avec sa famille et ses 3 chevaux. Blucher. Il étudie la carte de la bataille avec sa femme. Voilà, Blucher, donc la bataille que nous allons reconstituer demain, c'est la bataille de Ligny. La reconstitution de Waterloo, la défaite finale, c'est dans 4 jours. Mais avant, ils doivent reconstituer une autre bataille, celle de Ligny. Victoire de Napoléon, mais Blucher a quand même pu s'échapper. Blucher a pu repartir vers le nord. Et il a reçu les estafettes de Wellington qui lui ont demandé de bliquer vers l'ouest pour pouvoir venir prêter main forte à Waterloo. Et à la fin de la bataille, où Napoléon était quasiment gagnant, au lieu de voir arriver Grouchy, c'est Blucher qui est arrivé. Et là, c'était la panique et c'était la défaite totale. Sur le bivouac, en cette veille de bataille, les premiers touristes commencent à affluer. À la nuit tombée, les bénévoles partagent une veillée d'armes joyeuse et pour certains, bien arrosée. Dimanche 14 juin, au petit matin, il y a 200 ans, à la même heure, l'armée de Napoléon se préparait pour sa dernière victoire. Uniforme impeccable, Joey commande fièrement sa section du 48e de ligne. Rassemblement, marche! 1500 soldats convergent vers le champ de bataille. Ils étaient 100 fois plus à l'époque. Partez! Out! L'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Ce jour-là, Napoléon défie les troupes du maréchal prussien Blücher. Sur le champ de bataille, pas d'improvisation. Devant un public de connaisseurs, les figurants reconstituent aussi fidèlement que possible les grands moments de la bataille telle qu'elle s'est réellement déroulée. D'abord, des tirs d'artillerie.
Le moment que redoute le plus Véronique Simzac. Je peux calmer mon cheval. C'est déjà difficile pour lui et en plus il voit les autres chevaux affolés. Donc ça ne me rassure pas franchement. Alors que quand ça se calme et qu'il se trouve à côté de ses congénères habituels, il prend son mal en patience et il ne bouge plus. Après les tirs de canon, ce sont les troupes d'infanterie qui entrent en scène. Un face-à-face meurtrier qui s'achèvera au corps à corps et à la baïonnette. À la fin de la bataille, Napoléon donne l'ordre à la cavalerie française de charger l'ennemi. C'est le coup de grâce. Certains Prussiens choisissent de se rendre, d'autres sont mis en déroute. Euphoriques, les troupes françaises savourent la victoire. Blücher, je ne sais pas où il est, mais on l'a vaincu alors. J'ai vraiment été dans la bataille à charger notre ennemi qui n'était pas très virulent, donc c'était assez facile. Mais je me suis bien amusée. C'est une belle victoire. C'est une très belle victoire. Le 16 juin 1815, Napoléon remporte face aux Prussiens sa 41e victoire militaire d'affilée. Rien ne laisse prévoir sa défaite de Waterloo 2 jours plus tard. Les Prussiens sont écrasés, j'ai envoyé Grouchy les poursuivre pour qu'ils ne puissent pas se reformer, il va les attraper et j'aurai plus jamais de problème avec les Prussiens. Je pense que les Anglais vont être effectivement à vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles, mais il y aura un très petit groupe. Il n'y aurait que Wellington. Mon cousin, on écrasera tout ça facilement. L'histoire aurait pu s'arrêter là. 2 jours après, à Waterloo, les troupes prussiennes auraient pu ne jamais prendre à revers les troupes françaises. Et Napoléon serait resté le maître de l'Europe. C'est ce que croient toujours certains admirateurs de l'empereur. Pour eux, Waterloo n'a jamais vraiment existé. Dans le centre de Paris, nous avons rencontré l'un d'entre eux. Bienvenue chez l'empereur. On fait tout, hein? Pierre-Jean Chalençon est l'un des plus grands collectionneurs d'objets napoléoniens. Son appartement est un musée vivant à la gloire de l'Empire. Ah, je vis complètement dans un musée, mais moi, je me sers de tout. Vous voyez, là, le mobilier, là, il est classé Trésor national. C'est Georges Jacob, c'est dans ce mobilier que Napoléon s'est marié, aux Tuileries, avec l'impératrice Marie-Louise. Ah là, c'est le service à thé de Pauline Borghese offert par Napoléon. Ça m'arrive de temps à autre de boire une petite tasse de thé le soir avec des gâteaux, quoi. Écoutez, vu le prix que ça me coûte, il faudrait quand même que je sois débile pour pas m'en servir, quoi. Ça, vous voyez, ça c'est une bouteille de cognac de la cave de Napoléon. 1811, château de Fontainebleau. Ouais, c'est Fontainebleau. Il a commencé à amasser ce trésor de 3000 objets dès l'âge de 14 ans. À l'époque, il ne valait presque rien, et Pierre-Jean Chalençon a été l'un des premiers à miser sur Napoléon. Ça, c'est le fauteuil de l'empereur, le bureau du tsar, et ça, c'est mon bureau. Tout ça, vous voyez, ça, c'est des traités de paix. Ça, c'est le portrait de la Cépède. Ça, c'est la bibliothèque du roi de Rome. Ça, c'est le Code civil, l'exemplaire original du Code civil. Ça, c'est les commentaires de César de la Malmaison. C'est l'histoire du monde. Une collection unique. C'est en la louant à des musées qu'il gagne sa vie. Ce jour-là, ce grand portrait du sacre de l'empereur doit partir pour une exposition. Depuis 30 ans, Pierre-Jean Chalençon marche sur les traces de Napoléon. Il n'a pas raté une seule reconstitution des 41 batailles napoléoniennes. Mais pour cet amoureux de l'empereur, pas question d'aller célébrer une défaite. Voilà. Waterloo, non, je laisse ça aux Anglais. Ou aux Français qui aiment se faire avoir par les Anglais. Je préfère oublier cette date, cette ville. Ne plus entendre parler de Waterloo. Waterloo, il va se faire foutre. Et pourtant, dès demain, pas les Anglais.
200 000 personnes vont se retrouver dans cette plaine pour assister à la reconstitution de la bataille qui a brisé le rêve de grandeur de Napoléon.